on va démarrer le webinaire. Je démarre l'enregistrement, comme ça vous pouvez retrouver toute la présentation à partir de maintenant, après ce soir. Donc bienvenue à tous. Pour ceux qui nous ont rejoints, on est maintenant une soixantaine. Je me présente d'abord, peut-être, je m'appelle Juliette Roubaud. Je suis la fondatrice de Génération Zébrée, qui est un site internet dédié à l'orientation post-bac pour les lycéens et les étudiants. Et ce soir, on est invité donc, par le groupe Y Schools, donc un groupe d'enseignement supérieur basé sur la ville de Troyes que vous connaissez tous, puisqu'on est tous invités par Y Schools ce soir, pour parler de Parcoursup et de l'enseignement supérieur. Donc le thème, on le disait en introduction, c'est réussir son entrée dans l'enseignement supérieur et Parcoursup. Ce que je disais, voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, donc en effet, le webinaire va durer 1 heure. Au cours desquels on va d'abord parler de l'enseignement supérieur pour vous proposer une méthode et des outils pour mûrir votre projet d'orientation. Et ensuite, on va passer à la partie plus technique qui est Parcoursup. Donc voilà pour le déroulé. On va intervenir à 2 sur ce webinaire. Donc je vais laisser bientôt la parole à Morane, que vous voyez également. Et l'objectif, c'est que tout au long, vous allez pouvoir vous poser vos questions comme vous le faites déjà sur la conversation. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre avec Zoom, vous avez une conversation où vous pouvez nous poser les questions en direct. On essaiera de les prendre autant que possible. Voilà, et je crois que c'est à peu près tout pour moi. Donc maintenant qu'on est 70, il est 19h, il est 19h01. Comme on a quand même pas mal de sujets à couvrir, ce que je vous propose, c'est qu'on commence directement. Donc, je me suis présentée. Maintenant, je laisse la parole à Morane qui va démarrer ce webinaire. Tout à fait. Merci Juliette. Donc, bonsoir. Je m'appelle Morane et je fais partie de l'équipe de Génération Zébrée puisque je suis responsable des contenus. Et précédemment, je travaillais comme conseillère Parcoursup à l'ONICEP. Donc, c'est vrai que Parcoursup, c'est un sujet que je maîtrise assez bien et j'ai eu l'occasion par le passé de répondre à des centaines et des centaines de questions d'élèves ou de parents en difficulté sur Parcoursup. Donc, j'espère vous apporter les bons éclairages ce soir et répondre à toutes vos questions. Très bien. Alors, je partage mon écran. Est-ce que vous voyez bien la présentation ? Pour moi, en tout cas, c'est bon. Et on a Élise, donc, qui a également, vous voyez sans doute à l'image, qui est donc du groupe Y Schools et qui interviendra un petit moment pour parler de la gestion des dossiers de candidature sur Parcoursup. Bonjour à tous, et je vous précise qu'on vous entend bien et qu'on voit tout très bien. Nickel. Cool. Et nous sommes déjà 78. Alors, pour lancer cette présentation, on voulait un peu savoir avec Juliette quel est votre état d'esprit du moment. Donc, on vous a prévu un petit sondage, vous allez pouvoir participer. Normalement, il s'affiche sur votre écran et vous cliquez tout simplement sur la situation qui vous le convient le mieux. Alors, soit vous êtes un peu comme le jeune homme, donc déterminé dans ses choix d'orientation, confiant en l'avenir, tout va pour le mieux. Soit vous êtes plutôt comme la fille de droite, alors un petit peu stressé, il faut dire, soit parce que Parcoursup, ça vous semble très compliqué, ou alors parce que vous êtes indécis, vous hésitez entre plusieurs filières, ou même vous êtes complètement paumé et vous ne savez pas du tout ce que vous voulez faire l'an prochain. Alors, il y a déjà une cinquantaine de personnes qui ont répondu. On vous laisse encore 5 secondes pour choisir la réponse 1 ou la réponse 2 avant de mettre fin au sondage. Ça répond, hop, j'ai 70 réponses. Très bien. Quelle est la tendance ? Et alors, c'est stressé qui gagne, mais pas tant que ça, 66%. Donc, Okay. Je partage les résultats. On a 66% de stressés et un tiers, 34% de confiants. Bon, de toute façon, que vous soyez dans l'un ou l'autre situation, restez avec nous, puisque si vous êtes confiant, encore faut-il réussir la procédure Parcoursup et faire vos vœux. Et on vous donnera toutes les astuces pour cela. Et puis, si vous êtes stressé ou complètement perdu, alors là, la conférence est faite pour vous. Donc j'enchaîne. On va vous parler des études supérieures avant d'arriver au sujet Parcoursup. Donc choisir ses études après le bac, c'est un sujet compliqué pour tout le monde. Et soit en fait, on va surtout vous aider à vous poser les bonnes questions.
Je parle de bonnes questions parce que voilà, définir un projet d'orientation qui vous correspond, c'est pas simple, c'est pas évident. Pour nous, pour définir un bon projet, il faut forcément attaquer la question avec au moins 3 angles, à savoir définir ce qui est important pour vous, ce qui peut sembler bateau, mais il n'est pas tant que ça, on va revenir dessus. Définir ce que vous aimez faire et là où vous êtes plutôt doué. Et le troisième axe à prendre en considération, c'est le marché de l'emploi. Donc si je reviens sur ce qui est important pour vous, ça peut paraître bateau, mais en fait, c'est une question qui est hyper importante parce que en fonction de la réponse, le projet ne va pas du tout être le même. Donc là, notre premier conseil, ça va être plutôt d'être honnête avec vous, de prendre un peu de temps pour y réfléchir et de définir. Donc là, en général, quand on parle avec des élèves, il y en a certains qui vont nous dire bah, moi, c'est important pour moi de retrouver ma passion dans mes études et plus tard dans ma carrière. Donc, par exemple, si vous êtes passionné de photos ou si vous adorez l'histoire, pour vous, ce qui est important, c'est peut-être de retrouver cette discipline dans votre futur parcours. Il y a d'autres élèves qui vont nous dire, moi j'ai envie d'avoir un travail qui a du sens, par exemple soigner les gens ou alors travailler dans l'environnement. Ça s'entend aussi tout à fait. Et il y a d'autres personnes qui vont être très claires sur le fait qu'elles veulent très bien gagner leur vie. Et en gros, cette dimension-là, il n'y a pas de tabou. Ce qui est important, c'est plutôt que vous soyez honnête avec vous-même, parce qu'en fonction de votre réponse, les choix ne vont pas du tout être les mêmes. Ce qui est un peu difficile, c'est qu'à votre âge, c'est difficile d'avoir du recul là-dessus. Et en fait, c'est surtout une question et les réponses que vous allez y apporter qui vont évoluer tout au long de votre vie. Donc, c'est des questions qui est important de se poser plusieurs fois. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est de définir ce que vous aimez faire et là où vous êtes plutôt doué. Puisque quand vous allez choisir vos études supérieures, puis après votre carrière, vous allez passer du temps. Ça paraît bateau, mais c'est quand même intéressant de choisir une filière dans laquelle, en tout cas, vous êtes à l'aise. Et le troisième axe qui fait souvent peur, c'est le marché de l'emploi. Le marché de l'emploi, c'est indispensable pour nous à prendre en considération parce que bah, pour beaucoup, le choix de vos études va être corrélé avec ce que vous ferez ensuite une fois que vous entrerez dans la vie professionnelle. Et quand on parle de marché de l'emploi, souvent vous dites, ouais, le marché de l'emploi, on sait que c'est compliqué, le taux de chômage des jeunes est élevé, etc. C'est vrai, mais pas que, parce qu'en fait, dans toutes les filières professionnelles, il y a ce qu'on appelle des métiers en tension, donc des métiers pour lesquels les employeurs cherchent à recruter des jeunes qualifiés. Et donc, avoir connaissance de ces filières et de ces métiers, pour vous, c'est quand même un bon indicateur. Ça veut dire que c'est des filières et vraiment, elles sont présentes dans tous les domaines. Donc, ça peut être dans le numérique, mais également dans la partie commerciale, dans l'artisanat, dans l'industrie également. Donc, elles sont vraiment toutes concernées. Et donc, vous, identifier ces filières-là et ces métiers, c'est un bon indicateur parce que ça vous facilite, une fois que vous cherchez un emploi, ça facilite votre accès au premier emploi. Et encore une fois, ça, c'est des axes à prendre en considération. Mais si vous orientez vers une filière où il y a moins de place, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Ça veut juste dire que vous soyez conscience de la réalité du marché et que vous donniez les moyens de différencier votre profil pour qu'une fois que vous aurez fini vos études, vous puissiez trouver du travail. Donc ça, c'est les 3 axes sur lesquels nous, on vous conseille de vous poser des questions, de prendre du temps pour y réfléchir. C'est toujours bien aussi d'en parler avec vos proches. Donc, on pense automatiquement à votre famille. Il y a aussi les enseignants, donc le professeur principal qui vous suit. Il faut savoir que ça fait partie de sa mission de vous accompagner pour la définition de votre projet d'orientation. Donc, n'hésitez pas à en parler avec lui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'utiliser des outils qui sont peut-être plus objectifs et vont vous permettre quand même de prendre du recul. Typiquement, les tests d'orientation. On sait que vous en avez déjà fait dans le cadre qui était proposé par Y Schools. Nous, on en propose également, mais il y a plein de tests d'orientation qui existent. C'est toujours intéressant pour prendre du recul. Et au bout du compte, par contre, n'oubliez pas que voilà, c'est intéressant de prendre l'avis de tout le monde, d'écouter les autres, mais n'oubliez pas que c'est votre choix, c'est vous qui allez faire ces études-là, qui ensuite travaillerez dans ce domaine. Donc, on vous conseille de vous écouter avant tout. Et j'ai l'impression, en question-réponse... Non, c'est bon. Ok, donc je continue. Ah, il y a des levées de main. Les levées de main, je ne vois pas comment vous donner la parole. Le mieux, c'est peut-être que vous posiez vos discussions sur la conversation. Ouais. Je te laisse voir s'il y a des questions, Morane, pour qu'on les prenne au fur et à mesure. Ok.
Donc, pour continuer sur les questions, une qui nous paraît indispensable, c'est déjà, est-ce que vous vous sentez prêt à faire des études longues ou pas? Donc, faire des études supérieures, il faut savoir que ce n'est pas obligatoire, c'est un choix. Et vous pouvez partir vers un cycle de 10 cours, donc de 2 à 3 années, qui peut être très professionnalisant, ou alors partir vers des études plus longues de 5 ans. Donc c'est important déjà de se poser la question en fonction notamment de comment vous vous sentez déjà à la suite de vos études au lycée. Deuxième question, est-ce que vous partez plutôt vers des études dites spécialisées? Donc là, c'est si vous avez déjà un projet, une idée d'orientation assez claire, ou alors est-ce que vous allez privilégier un choix d'études dites généralistes? Donc là, c'est plutôt le format grandes études qui va vous laisser plus de temps pour mûrir votre projet professionnel et va vous ouvrir à différents champs disciplinaires avant de vous amener à faire un choix plus précis par la suite. Ensuite, nous, ce qu'on vous propose, c'est de réfléchir un peu sous forme d'entonnoir, à savoir que voilà, une des questions qui s'impose, ça va être quelle est la filière ou les filières qui vous intéressent. Donc, dans filière, ce qu'on entend, ça peut être est-ce que vous voulez faire des études dans la santé? Est-ce que vous voulez étudier le droit? Est-ce que vous voulez étudier les sciences politiques? Souvent, à votre stade, vous hésitez entre 2 et 3 filières. Pour vous aider à y voir plus clair, ça peut être pas mal de faire tout l'entonnoir pour chacune des filières et ensuite postuler à ces différents programmes. Donc, première question, quelle filière? Seconde question, quel cursus? Là, la question du cursus, elle va être plus ou moins simple en fonction de la filière que vous aurez choisie. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez choisi de vous orienter vers le droit, le seul cursus qui existe en droit, c'est de s'orienter vers l'université, la fac de droit, pour vous inscrire dans une licence puis un master. Si la filière que vous avez choisie, c'est la communication, là, il y a la question du cursus qui se pose réellement, puisque la communication, vous pouvez l'étudier à la fois donc, à la fac, à la fois dans un DUT, donc, qui viendrait un BUT, et également dans des écoles spécialisées de communication. Et le bout de l'entonnoir, une fois que vous avez défini la filière, le cursus, ça va être de choisir l'établissement. Donc typiquement, si vous avez choisi de poursuivre vos études dans une école de communication, il y a la question de quelle école qui va se poser. Bon, j'ai une question d'Eliott. Quelles études, par exemple, comme études généralistes? Donc, études généralistes, c'est vraiment, en général, on pense plutôt aux grandes écoles. Donc, il y a tout ce qui est les Sciences Po, les écoles de commerce, les écoles d'ingénieurs, qui restent des études qui, même si elles vous orientent quand même vers un type de métier, restent relativement ouvertes et vont vous permettre d'accéder quand même à une diversité et une richesse de métiers vraiment très large et même de secteurs. Et donc justement, on arrive au fameux panorama des études supérieures qui peut faire peur vu comme ça. On va juste y naviguer en surface pour que vous ayez la vision d'ensemble. Donc quand vous allez choisir vos études supérieures, en gros, il y a quatre grands choix qui s'offrent à vous. Donc l'université qui est le choix le plus connu et le plus fait. Toutes les formations courtes dispensées dans des lycées. Il y a donc les écoles spécialisées, on en parlait à l'instant, et les grandes écoles. Donc il faut voir vraiment ça comme 4 grands blocs, tout en sachant qu'il y a des passerelles qui existent d'un bloc à un autre. Si on commence par l'université, donc c'est le mode c'est l'enseignement supérieur public qui fonctionne avec le système qu'on dit LMD. Donc LMD, ça veut dire que quand vous vous inscrivez à la fac, vous partez pour au moins 3 ans d'études pour avoir le niveau de licence, mais c'est quand même des études plutôt longues. Donc en général, après la licence, vous allez continuer sur 2 ans d'études pour obtenir un master. Et après, certaines personnes choisissent de continuer sur encore 3 ans. Là, c'est pour obtenir le doctorat, mais c'est un peu spécifique. À l'université, si autant d'étudiants font ce choix, c'est parce que l'université recouvre tous les champs disciplinaires. Donc, vous vouliez étudier le droit, l'économie, la géographie, les langues, la psychologie, toutes ces disciplines sont dispensées à l'université. Et ce qui caractérise l'université, c'est que ça va être le mode d'enseignement en fait le plus différent, de ce que vous avez l'habitude de connaître au lycée. Donc concrètement, quand vous rejoignez l'université, donc la fac, en première année, vous avez tendance à avoir des emplois du temps qui vous semblent légers, avec peu d'heures de cours.
et qui va être divisé entre des cours en amphithéâtre, donc là avec des grands groupes, des grands amphis, facilement de plus d'une centaine de personnes, et quelques heures de cours à côté en TD, donc c'est ce qu'on appelle les travaux dirigés là en plus petits groupes. Et donc voilà, vous allez avoir quelques heures dans la semaine comme ça, mais en fait on attend beaucoup plus de travail de votre part en dehors de ces heures de cours. Donc là on parle de travail personnel pour préparer et apprendre les connaissances et les compétences qui vous sont enseignées. Donc, c'est ce qu'on dit voilà, souvent de l'université, c'est que ça correspond à des étudiants donc, qui, en tout cas, s'engagent pour un cycle long d'études. Il faut se dire qu'a priori, vous irez au moins jusqu'au master, donc 5 années, et qui sont relativement matures pour être prêts à travailler en autonomie. Donc, il y a les cours à suivre, mais il y a aussi pas mal de travail personnel à fournir à côté. Et la critique qui peut être faite à l'université, c'est que c'est peut-être le mode d'enseignement le moins professionnalisant, puisque pour pas mal de cursus, les stages deviennent obligatoires qu'au niveau du master. En tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir sur l'université, c'est qu'elle est ouverte à tous et les admissions se passent via Parcoursup. Donc, vous demandez la L1 qui vous intéresse sur la plateforme Parcoursup, on y reviendra juste après. Il y a juste à noter, il y a 4 filières qui sont en tension pour lesquelles, en fonction des universités, il peut y avoir plus de candidats que de places. C'est la filière STAPS, donc ça c'est les études en lien avec l'activité physique et sportive, Infocom, non pas du tout d'ailleurs, psychologie, qui est aussi très demandée, il y a le droit et il y a PASS qui est la première année vers les études de santé. Donc c'est les 4 filières dites en tension en fonction des universités qui vous intéressent. Je vois qu'il y a des questions, mais ok. Différence IUT et fac. Donc ça rejoint une question qu'on a eue en introduction. L'IUT, donc c'est l'Institut universitaire technologique. C'est pour obtenir ce qu'on appelait un DUT qui va devenir un BUT. Donc c'est une formation en 3 ans maintenant. Voilà. Je sais pas si ça répond. Et cette formation, elle est bien proposée au sein d'une université. Donc, en fait, l'université, ce qu'on appelle la fac, pour dire rapidement, ça propose à la fois des licences pro et des BUT. Voilà. Ensuite, le deuxième grand bloc, c'est donc les formations qui sont dispensées dans les lycées. Là, il s'agit uniquement de formations courtes, donc en 2, maximum 3 ans. Il y a le BTS qui est le brevet de technicien supérieur. Donc là, vous allez choisir, par exemple, il y a plein de BTS différents en fait, qui peuvent être soit dans l'univers du commerce, soit dans l'univers de l'industrie. Il y a le DCG qui est le diplôme en comptabilité. Le DNMAD qui est assez populaire, qui est un diplôme en 3 ans. Donc MAD, ça veut dire métier des arts et du design, qui vous permet donc de poursuivre des études en 3 ans dans l'univers de l'art et du design. En fait, vous choisissez parmi 14 spécialités qui vont du graphisme à l'animation en passant par les événements par exemple. Et il y a les classes préparatoires qui là donc, sont un cursus en au moins 2 ans pour vous permettre de préparer les concours aux grandes écoles. Donc c'est des formations en soi très différentes les unes des autres. Ce qui les regroupe peut-être, c'est que c'est un format, là c'est le format le plus proche de ce que vous connaissez au lycée, puisque d'ailleurs c'est toujours dispensé dans un lycée. Donc vous allez être en classe avec un professeur qui vous fait cours. C'est relativement donc des petits effectifs. Et qui dit petits effectifs, dit place limitée. Donc là, ça va être des admissions qui vont être sélectives, mais qui se déroulent également sur Parcoursup. Donc on va revenir dans le détail là-dessus, mais là, vous présentez un dossier et les formations vont hiérarchiser les dossiers pour vous donner les places ou non sur les BTS, enfin sur ces formations. Le troisième bloc, donc c'est ce qu'on appelle les écoles spécialisées. Donc là, c'est un ensemble assez varié également. Dans les écoles spécialisées, vous pouvez à la fois retrouver donc, des écoles de design, des écoles de tourisme, des écoles de communication, mais des écoles également du social ou du paramédical. Et là, en fait, chaque établissement et chaque groupe d'établissements surtout va un peu avoir son propre fonctionnement. Donc, c'est difficile de vous donner des règles qui s'appliquent à tous. Là, nous, ce qu'on préconise, c'est plutôt de se renseigner sur les modalités d'admission auprès de chacun de ces établissements. Et la dernière entité, c'est les grandes écoles. C'est les études qui se veulent donc quelque part les plus prestigieuses, auxquelles en général on accède à Bac plus 2 ou moins, donc après souvent 2 années de prépa. Les grandes écoles, il faut savoir que ça regroupe des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs,
Ça regroupe également les Sciences Po et quelques écoles d'art public. Elles, ce qui les caractérise toutes, c'est qu'elles sont, elles sont sélectives et l'admission se passe sur concours. En général, à Bac+2, il y en a certaines maintenant qui recrutent dès le niveau bac. Voilà. Donc ça, c'est tout pour le panorama. Je regarde s'il y a des questions, mais ça semble géré. Grande école possible après BUT. C'est possible avec les admissions sur les admissions parallèles. Donc là, il faut se renseigner auprès de chaque école. Mais oui, en effet, en gros, donc la voie réelle sur les grandes écoles, c'est souvent après une classe prépa. Mais après un BUT et même après des licences, en fait, vous pouvez faire les admissions sur titre. Là, c'est un concours propre au sein de chaque école. Mais en effet, c'est tout à fait possible de rejoindre une grande école. C'est aussi, d'ailleurs, après un BUT, c'est aussi possible de rejoindre un master à l'université. Hop. Et après la réforme, beaucoup d'élèves ont arrêté les maths. Est-ce problématique pour les prépas CPGE? J'ai pas d'informations là-dessus. Je sais pas si tu en as une plus précise, Morane, mais enfin... Alors, ça dépend. Dans les prépas CPG, donc dans les classes préparatoires aux grandes écoles, déjà, on a 3 types de classes préparatoires. On a les classes prépa littéraires, les classes prépa économiques et les classes prépa scientifiques. Donc, tout dépend de la classe prépa dans laquelle on veut poursuivre. Et pour les littéraires, il y a 2 formats. AL, qui est vraiment très littéraire, où les maths, pour le coup, ne sont pas du tout indispensables. Et la BL, qui est un peu un mix entre la littéraire et la scientifique, où là, les maths sont requis. Après, pour les autres... généralement, que ce soit économique ou scientifique, c'est vrai qu'il vaut mieux avoir pris la spécialité maths experte même. C'est ce qui est davantage conseillé. Mais bon, après, rien n'est impossible. Le mieux pour l'étude des dossiers, c'est de se renseigner directement auprès des établissements qui vous intéressent pour savoir si telle ou telle spécialité peut poser problème ou si telle et telle spécialité sont requises. Ils vous le diront. Par exemple, si vous contactez les établissements ou si vous allez aux journées portes ouvertes. Il y a Teresa qui demande si elles sont sur Parcoursup. Donc, je pense que Teresa parle des grandes écoles. Comme on vous disait, pour beaucoup, on y accède à Bac+2 ou 3. Donc, ça, c'est hors Parcoursup. Et sur celles qui, notamment, je pense aux écoles de commerce et même aux écoles d'ingé qui recrutent au niveau bac, en effet, elles sont sur Parcoursup, notamment via les concours communs souvent. On va revenir plus en détail au moment du passage sur Parcoursup. Hop. Et alors, pour finir ce petit diaporama sur les études supérieures, maintenant que vous avez les 4 grands blocs, je voulais vous proposer un quiz, à savoir que voilà, est-ce que vous avez un peu une idée des gens que vous suivez un peu sur les réseaux sociaux, donc là comme Mister V en l'occurrence, est-ce que vous avez une idée un peu des études supérieures qu'ils ont pu faire? Donc si c'est le cas, je vous laisse répondre sur la conversation à plusieurs. Est-ce que vous avez des idées donc, de ce que Mister V a pu faire comme études? Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'idée. Donc Mister V, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un youtubeur et un humoriste. Et lui, donc, il a fait... non, il n'a pas fait d'études dans le design, mais il aurait pu. Il a fait, si, en fait, il a fait quand même des études en rapport avec son métier. Il a fait un bac ES et ensuite un BTS Infocom. Donc BTS, ça fait partie de la case lycée études courtes en 2 ans, mais très professionnalisantes et qui finalement sont assez cohérentes vu que maintenant c'est un influenceur. Même question pour Hugo Décrypte. J'imagine que vous le connaissez. Donc lui, c'est un youtubeur qui parle d'actualité. Il a notamment interviewé beaucoup d'hommes politiques et les candidats à la dernière présidentielle. Et la bonne réponse, donc Corentin a raison, il est étudiant à Sciences Po Paris. Et la dernière, c'est Léna Mafouf. Est-ce que vous avez une idée des études qu'elle a faites? Donc sachant qu'aujourd'hui, voilà, c'est une youtubeuse. Donc il y a Noren qui nous dit mode. Alors, c'est pas loin d'être vrai. En fait, elle a fait une communication de mode. En fait, elle a fait une école spécialisée. Donc c'était la case en bas à gauche. En communication et c'est une école en plus, encore plus spécialisée parce que c'est communication dans le luxe et la mode. Donc comme quoi, voilà, c'est assez cohérent par rapport à ce qu'elle fait aujourd'hui.
Et juste pour finir avec Squeezie, qui lui a fait un bac ES, mais n'a pas fait d'études supérieures ensuite. Comme quoi, tout est possible. Et là, ce soir, on est là pour parler d'études supérieures, pour faire en sorte que vous choisissiez des études qui vous correspondent. Mais voilà, sachez que c'est quand même possible de faire une super carrière sans avoir fait d'études. Donc voilà pour les études supérieures. Et maintenant, on va passer à la partie sur Parcoursup. Et je laisse le micro à Moine. Merci Juliette. Alors, comme vous l'avez vu dans le panorama des études supérieures de Juliette, il y a quand même beaucoup de formations qui sont présentes sur Parcoursup, d'ailleurs de plus en plus d'année en année. Donc, vous avez toutes les formations courtes, si vous vous rappelez, dans les lycées, les BTS, les classes préparatoires, le DCG. Donc, ces filières-là sont sur Parcoursup. Vous avez bien sûr les licences universitaires qui sont toutes sur Parcoursup. Et vous avez de plus en plus des écoles, que ce soit des grandes écoles ou des écoles spécialisées, qui sont donc sur Parcoursup. Donc, d'où l'intérêt quand même de bien connaître ce sujet-là et je vais vous en parler plus en détail. Alors, la première chose à avoir à l'esprit, c'est bien sûr le calendrier Parcoursup. Alors, vous le connaissez peut-être si vous êtes allé sur le site ou si vous en avez parlé en cours avec vos professeurs. Ce calendrier, il est très important puisqu'il suffit de louper une étape pour se retrouver le bec dans l'eau à la rentrée. Donc, d'où l'importance de bien noter toutes les dates clés dans votre agenda, papier ou sur votre téléphone avec des rappels pour ne pas louper une étape essentielle. Donc là, vous voyez sur la frise, on est bien dans la partie rouge. Je m'informe et je découvre les formations. Nous sommes en décembre, donc on est en plein dedans. Et si vous êtes là ce soir et que vous avez en plus fait un test d'orientation avec Wisesoul, c'est très bien parce que vous vous informez comme il le faut. Et Juliette vous a donné des clés en plus pour continuer à vous poser les bonnes questions et à découvrir de nouvelles formations. Donc moi, je vais parler plus des étapes qui suivent. Donc à partir du 20 janvier, du lancement de Parcoursup, on est sur l'inscription et la saisie du dossier avec 3 dates clés. Donc le 20 janvier, le lancement, c'est la date à partir de laquelle vous allez pouvoir créer votre dossier. Le 11 mars, c'est la date limite de saisie des vœux. Donc à partir de ce moment-là, vous ne pourrez plus ajouter de formation dans votre dossier Parcoursup. Et le 8 avril, c'est la date limite de confirmation des vœux. Oui, parce qu'il faut confirmer chacun des vœux, sinon ils sont abandonnés. Donc, d'où l'importance de bien noter ces 3 étapes clés. Après, entre avril et mai, vous voyez, il n'y a rien de mentionné dans la frise et pourtant, c'est une étape très importante. Alors, vous n'allez rien avoir à faire, vous pourrez vous concentrer sur les cours et le lycée, mais pour autant, c'est important parce que c'est le moment où justement les formations de l'enseignement supérieur comme les écoles de Wiseschools, par exemple, étudient les candidatures. Donc, on va quand même vous donner des clés parce que c'est important de savoir comment sont traitées vos candidatures. Et ensuite, la dernière étape, à partir du 27 mai, eh bien, vous recevez les réponses. Donc ça, c'est vraiment, à partir de la fin mai, vous allez voir, vous allez être en pression pour connaître les résultats. Ils vont tomber au fil de l'eau. Pendant l'été et même jusqu'en septembre, c'est possible. Donc, c'est une procédure plus ou moins longue. On vous l'expliquera un peu plus tard. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet avec l'étape d'inscription sur Parcoursup. Donc, comme je vous l'ai dit, l'inscription, c'est à la fois saisir le dossier administratif, mais aussi ajouter des vœux et les confirmer. Pour cette étape-là, il y a 2 aspects très importants, si je peux vous donner des astuces. La première, c'est de bien vérifier toutes les informations saisies. En effet, si vous êtes actuellement au lycée, en fait, le lycée s'occupe de pré-remplir votre dossier Parcoursup à votre place. Donc, c'est cool, vous n'aurez pas à ressaisir tous les résultats scolaires notamment. Mais le problème, c'est que parfois, des petites erreurs se glissent. Donc, moi, je vous invite à être très vigilant. Et si vous voyez, par exemple, qu'il y a écrit que vous avez 6 de moyenne en maths et qu'en fait, vous avez 16 de moyenne, dites-le vite au lycée pour pas que ce soit préjudiciable dans votre dossier. Et pareil, si le lycée oublie de préciser que vous êtes boursier, allez voir le lycée, ça arrive assez fréquemment pour qu'ils corrigent parce que vous allez le voir plus tard, les taux de boursiers, ça compte aussi sur Parcoursup. Et puis l'autre astuce que je voulais vous donner par rapport à ça, c'est de remplir le dossier à 100%. Vous allez voir sur le dossier, il y a des champs qui sont facultatifs. Donc on peut se dire, oh, c'est pas grave, je ne vais pas prendre du temps à faire ça. C'est souvent préjudiciable. Donc, si on vous propose des champs, remplissez-les. Par exemple, on en parlera plus tard, mais il y a un champ qui s'appelle activité et centre d'intérêt. Donc, c'est le mini-CV. C'est un champ facultatif, mais pour autant, ça compte dans l'étude des candidatures pour certaines formations. Donc, ça serait dommage de passer à côté d'un vœu à cause de ça. Alors, justement, je parle des vœux. On a un petit sondage à vous proposer. Vous allez pouvoir participer. Alors là, c'est plus un quiz. À votre avis, l'an dernier,
combien de vœux... non, ce n'était pas ce sondage-là, c'était l'autre sondage. Oh non, pardon, oui, c'est bien celui-là, désolée. Combien de vœux sont confirmés sur Parcoursup l'an dernier par chaque candidat? Est-ce qu'il s'agit de 8,4 vœux? C'est des moyennes, hein, c'est pour ça qu'il y a des virgules. 9,6 ou 10,1, donc vous pouvez voter. Donc là, vous avez une fenêtre de sondage et vous pouvez nous donner la réponse. On a déjà... Sur les réseaux sociaux, Génération Zébrée, Wise Schools, normalement, vous avez déjà une idée. On a une 60aine de répondants. On laisse 10 secondes au dernier pour clôturer le sondage. Alors, quelle est la tendance? Ok, je coupe le sondage. Alors, on a 8,4 vœux qui ressort avec 43%, suivi de près par 9,6 vœux. Et en tout cas, très peu de gens ont répondu 10,1. Eh bien oui, ça m'étonne pas trop parce qu'on dit souvent que la règle sur Parcoursup, c'est 10 vœux maximum. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y en a peu qui ont répondu ça. Et pourtant, la bonne réponse, c'est bien 10,1 vœux. Alors ça peut être très surprenant. Et donc pour mieux comprendre ce résultat, on va voir tout de suite comment sont calculés les vœux et notamment toutes les spécificités qui concernent les sous-vœux, qui fait parfois dépasser le compteur au-delà des 10 vœux. Alors, la règle de base, pour bien comprendre de quoi il s'agit, un vœu, c'est normalement une formation donnée dans un établissement donné. Par exemple, je veux faire une licence de philosophie à l'Université de Strasbourg. Cela me compte un vœu. Si je demande une autre licence de philosophie, par exemple à l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, ça va me faire un deuxième vœu, et ainsi de suite, et c'est limité à 10. Si je veux faire plusieurs types de licences, soit philosophie, soit histoire géo, je ne sais pas trop, et bien c'est pareil, donc ça compte comme 2 vœux. Mais pour autant, il y a des cas particuliers. Donc déjà, pour toutes les formations qui sont proposées en apprentissage, c'est le cas de beaucoup de BTS qui sont proposés dans les CFA, les centres de formation d'apprentis. C'est le cas aussi de quelques écoles, quelques autres formations de l'enseignement supérieur. Eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez dédoubler vos vœux, faire un vœu sous statut étudiant, donc vous allez en cours tout le temps, et plus un vœu sous statut d'apprenti, c'est-à-dire que vous alternez entre l'entreprise et l'école. Et ça compte uniquement pour un vœu en fait. Un vœu en apprenti plus un vœu en statut étudiant. Et là, je vous conseille de le faire si ça vous intéresse l'apprentissage parce que le plus compliqué en apprentissage, c'est d'être recruté par une entreprise, surtout quand on a 18 ans et surtout quand on est dans un contexte de crise comme aujourd'hui. Donc, vous avez tout intérêt à dédoubler ces vœux-là pour être sûr d'être pris en formation à la rentrée. Parce que sans entreprise, avec un vœu en apprentissage, vous risquez d'être radié de la formation. Ensuite, en ce qui concerne certains vœux, notamment dans les formations sélectives, vous avez la possibilité de démultiplier vos chances en faisant des vœux multiples, c'est-à-dire des sous-vœux pour chacun des vœux. Donc, dans ce cas-là, c'est le cas, par exemple, pour les écoles privées avec des concours communs. C'est le cas aussi des BTS, des classes préparatoires et de bien d'autres autres formations, en fait, quasiment toutes celles qui sont sélectives. Le vœu, c'est une formation donnée. Par exemple, je veux faire une classe préparatoire littéraire. Et après, je fais des sous-vœux, c'est-à-dire que je vais demander une dizaine d'établissements autour de chez moi, une dizaine de lycées différents, le lycée Anatole France, le lycée Van Gogh, etc. Comme ça, j'aurai plus de chances d'être admise quelque part, parce que ce sont des formations sélectives. Et d'ailleurs, en ce qui concerne les classes préparatoires, c'est encore plus particulier parce que c'est une formation donc, qui demande une très grande force de travail. Hein. Il y a beaucoup de cours, beaucoup plus que dans la plupart des formations d'enseignement supérieur. Et comme c'est des formations proposées au lycée, il y a souvent des internats dans les lycées qui sont réservés pour les élèves de classe prépa. Et ces internats, il faut les demander sur Parcoursup. Hein. Ce n'est pas à la rentrée de septembre on se dit « Oh bah mince, j'ai pas d'hébergement ». Non, ça se demande sur Parcoursup au départ. Et donc, si vous avez suivi la classe préparatoire, c'est un sous-vœu. C'est un vœu avec 10 sous-vœux maximum. Et chaque sous-vœu, vous pouvez demander avec et sans internat. Vous avez tout intérêt à demander si ça vous correspond. Après, si vous habitez face au lycée, pas forcément. Mais sinon, d'une façon générale, c'est intéressant de les demander. Alors tout ça, ça peut paraître compliqué parce qu'on se dit, oh là, il y a des vœux multiples, etc. Mais vraiment, pas d'inquiétude à avoir. Il est possible de suivre
en temps réel le décompte de vœux et sous-vœux directement sur Parcoursup. En fait, à chaque fois que vous ajoutez un vœu, on vous dit, là, vous avez ajouté tel vœu, il vous reste tant de vœux à faire, etc. Donc, rassurez-vous, tout est prévu sur Parcoursup. Et alors, Maureen, j'ai une question de Dorine qui parle des écoles de commerce et qui demande si un vœu, ça correspond à un concours ou à école de commerce dans l'ensemble. Alors, généralement, c'est effectivement les écoles sont regroupées avec des concours communs. Donc, par exemple, il y a les concours Accès ou Sésame qui sont assez connus. Sésame, par exemple, pour les écoles de commerce. Et bien, dans ce cas-là, vous faites un vœu pour ce concours Sésame et vous cochez toutes les écoles qui vous intéressent. Bon, peut-être que vous allez faire un choix par rapport à la région, mais sinon, vous choisissez toutes celles qui vous intéressent. L'avantage, c'est que déjà, ça compte que comme un vœu. Et en plus, vous passez qu'une seule fois le concours. Heureusement, au lieu de le passer 10 fois, par exemple, vous allez le passer une seule fois et en fonction de vos résultats et de votre classement, eh bien, vous allez avoir peut-être plein de choix ou moins, ça dépend. Si le campus de Paris, par exemple, de telle école attire plus qu'une autre école qui se trouve à Tours, eh bien, vous allez peut-être avoir Tours, mais pas Paris. Ça dépend de votre classement. Et donc, ça veut dire que si vous voulez postuler à différentes écoles de commerce qui sont sur soit différentes banques d'épreuves, soit ont leur propre concours interne, ça veut dire que ça peut représenter plusieurs vœux sur Oui, Parcoursup. oui. Si vous voulez faire toutes les écoles du concours accès, plus Sésame, plus les autres concours, oui, à chaque fois, ça sera un vœu par concours. Ok. Alors, l'étape suivante dont on parle donc très peu, c'est l'analyse des candidatures par les établissements de l'enseignement supérieur. Alors, on a un autre quiz à ce sujet. Et n'hésitez pas à répondre. Alors, attendez, je lance le quiz. Hop. C'est sur le nombre de candidats présents sur Parcoursup l'an dernier qui ont confirmé au moins un vœu. À votre avis, quel ordre de grandeur entre 330 000, 550 000 et 950 000? C'est des gros chiffres, dans tous les cas. Donc, combien de candidats ont participé à Parcoursup l'année dernière? Et ont validé au moins un vœu. Ok. Sachant qu'un vœu, j'avais vu qu'effectivement la question avait été posée au tout début, un vœu c'est le minimum pour postuler. Après, le maximum, comme je vous l'ai expliqué, c'est la règle des 10 vœux, mais en sachant qu'on peut dédoubler et faire des vœux multiples. Ok, on a 65 répondants. Je mets fin au sondage. Et donc, c'est 550 000 candidats, la solution qui ressort en tête. Ah, maintenant, c'est pas celle-là, désolée, c'était 950 000. Ah, il y en a quand même beaucoup qui ont répondu 950 000. Donc, effectivement, ça fait beaucoup de candidats. On peut au moins faire une prévision. Je pense qu'on va dépasser le million de candidats qui valident au moins un vœu cette année. Donc, parce qu'il y a de plus en plus de candidats qui s'inscrivent sur Parcoursup et de plus en plus de lycéens, d'ailleurs, d'une façon générale. Donc, effectivement, ça fait beaucoup de candidats, vous l'imaginez bien. Et les établissements, si on se rappelle le calendrier Parcoursup, ils doivent étudier toutes les candidatures entre donc, la période début avril jusqu'au 27 mai. Donc, ils ont moins de 2 mois. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, comment font-ils? Eh bien, déjà, je vais répondre à une grande question que beaucoup de gens se posent. Souvent, on dit, il y a un algorithme Parcoursup. Ça, c'est faux. Soyons clairs, il n'y a pas un algorithme proposé par Parcoursup qui va filtrer les 950 000 candidats. Non, c'est les établissements qui étudient les dossiers de candidature. Après, là, ça va être très différent d'un établissement à l'autre. Vous imaginez bien qu'un lycée qui propose un DCG, un diplôme de comptabilité et gestion, un diplôme pas forcément extrêmement connu, donc pas forcément très plébiscité, et qui se trouve dans un petit village qui attirera pas forcément, il va recevoir, mettons, 20 dossiers. Évidemment, il ne va pas travailler de la même façon que la licence de droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui va recevoir plusieurs centaines de candidatures, voire milliers de candidatures. Donc, il y a des organisations différentes. Donc, parfois, c'est une seule personne de l'établissement qui regarde tout. Parfois, il y a un dispatching entre les profs. Et puis, d'autres fois, ils confient cela à l'ordinateur, notamment quand il y a beaucoup de dossiers. Et là, ce n'est pas un algorithme Parcoursup, c'est l'établissement qui identifie ces critères et qui demande à l'ordinateur de trier les candidats en fonction de ça. Voilà, pour qu'on soit bien clair. Donc, en fait, ce qui compte le plus, ce n'est pas forcément la méthodologie utilisée, parce que ce soit des profs qui se disent, par exemple, si le critère, c'est d'avoir minimum 12 de moyenne générale.
que les profs trient eux-mêmes les candidatures ou que ce soit le logiciel sur l'ordinateur qui le fasse, le résultat est le même. Ce qui compte, c'est d'avoir en tête les critères des établissements de l'enseignement supérieur, qui sont là encore différents selon les établissements. Donc les 3 critères que l'on retrouve le plus, c'est le critère des résultats scolaires, bien évidemment. Donc c'est les résultats de première et de terminale. Mais c'est aussi pas seulement une note brute, ça peut être aussi votre rang dans la classe ou la moyenne de la classe qui donne une indication du niveau de votre lycée. Ça peut être aussi les notes des épreuves anticipées du baccalauréat, ou par exemple les épreuves de spécialité. En principe, elles devraient se tenir au mois de mars, donc elles devraient pouvoir compter sur Parcoursup. Bon, en fonction de la situation de Covid, on verra. C'est toutes ces notions-là, hein, les résultats scolaires. Après, vous avez aussi l'avis du lycée dans le document qu'on appelle la fiche à venir, qui est remplie au cours du conseil de classe du 2e trimestre. À l'intérieur, les établissements de l'enseignement supérieur auront accès à toutes les appréciations de vos différents professeurs et également un commentaire de votre professeur principal et de votre chef d'établissement. Généralement, ces appréciations, elles ont trait à votre niveau scolaire, mais aussi du rapport entre votre personnalité, vos résultats scolaires et vos vœux. Et effectivement, votre personnalité compte. Par exemple, si vous arrivez régulièrement en retard le matin au lycée, ça peut être pénalisant au niveau de la fiche à venir, notamment si vous postulez dans un BTS, une classe préparatoire, ce type d'études qui se situe aussi dans les lycées, avec un contrôle des horaires de cours très précis. Donc ça, c'est un élément qui est l'avis du lycée. En fait, vous n'y avez pas vraiment accès sur votre dossier Parcoursup, mais c'est important parce que les établissements de l'enseignement supérieur souvent le prennent en compte. Et il y a un 3e élément qui est très souvent pris en compte, c'est vos motivations. Donc en fait, il y a 2 rubriques. Il y a le projet de formation motivé que vous remplissez pour chacun des vœux. Donc ça, c'est obligatoire de le remplir. C'est une sorte de mini lettre de motivation. Et vous avez la rubrique donc activité centre d'intérêt qui est une sorte de mini CV qui est facultative, mais certains établissements le regardent attentivement. Donc ce serait dommage de passer à côté et de ne pas le remplir. Donc à ce sujet, c'est le conseil de Génération Zébrée, c'est de se dire il faut soigner ces 2 parties-là. Pourquoi ? Parce que les autres éléments, en fait, vous n'allez pas avoir tellement de levier d'action dessus. Vos résultats scolaires, le mieux, c'est de bien travailler à l'école, mais je veux dire, ils sont ce qu'ils sont. Hein. Vous n'allez pas progresser du jour au lendemain comme ça. La fiche à venir, vous n'y avez même pas accès. Donc, autant peaufiner au maximum la partie motivation et activité centre d'intérêt. Parce que là, vous avez la possibilité de sortir du lot. Après, vous avez des critères qui sont un peu plus facultatifs, ça dépend des types d'établissements. Il y a des établissements qui continuent à organiser des concours, donc des épreuves écrites ou orales. Ce n'est pas parce qu'elles sont sur Parcoursup qu'elles ont abandonné les concours. Hein. Donc, pour certains, je pense à Sciences Po Paris, je pense à du coup les écoles de commerce et écoles d'ingénieurs post-bac, on en a parlé avec les concours notamment Accès et Sésame. Eh bien, dans ce cas-là, elles étudient le dossier Parcoursup qui peut compter pour 50% par exemple et en plus vous faire passer un concours et ça va compter pour 50% dans le classement des dossiers. Vous avez aussi tout ce qui est book ou formulaire. Alors les books, c'est plutôt pour les disciplines artistiques, les DNMAD ou les écoles d'art qui demandent donc un document qui regroupe différents dessins pour voir votre pratique artistique. Forcément, c'est en lien avec ces études-là. Et les formulaires, on le retrouve surtout sur les filières STAPS, donc les filières de sport à l'université. On va vous demander de remplir un petit questionnaire pour dire ce que vous pratiquez comme sport et également vos résultats sportifs. Hein. Si vous avez été, je ne sais pas, champion départemental par exemple, ou sportif de haut niveau, c'est des choses intéressantes à savoir pour eux. Et puis, un élément qui concerne uniquement une partie d'entre vous ce soir, hein, je ne sais pas s'il y en a des étudiants qui décident de se réorienter et de refaire des vœux sur Parcoursup, hein, qui ne sont pas lycéens cette année, eh bien, il y a la possibilité de faire remplir une fiche de réorientation par un coach en orientation, un conseiller d'orientation, ou par exemple dans un CIO. Eh bien ça, c'est une pièce facultative, mais qui est quand même à l'appui de votre candidature. Donc, vous avez tout intérêt à prendre rendez-vous avec ce type de personnel pour la faire remplir et vous aurez une validation par un professionnel de l'orientation. Donc, ça, et justement, Élise, au niveau de Y Schools, quels sont les critères qui sont étudiés ?
Alors, déjà, bonjour à tous. Je vais pas, a priori, je vais pas vous faire la liste de toutes les voies d'admission possibles sur le groupe parce que pour faire un petit tour, on a quand même une école supérieure de tourisme, une école supérieure de design, une école de management SCBS et aussi Pigier. Donc, ça fait quand même beaucoup de voies d'admission possibles. Par contre, ce que je peux vous donner, c'est des petits conseils qui, a priori, se retrouvent dans la plupart des écoles en termes d'admission sur Parcoursup. Notamment, le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de se faire repérer. Ça, c'est hyper important. On n'y pense pas toujours parce que dans une année de terminale, c'est assez chargé et on ne pense pas toujours à créer l'échange avec l'école ou en tout cas à se déplacer sur les événements. Mais sachez que c'est hyper important, que c'est voilà, se faire repérer, c'est-à-dire que quand on a une liste, on se retrouve avec une liste de 500 candidats, donc voilà, 500 personnes qui ont fait un vœu pour notre établissement. Quand on la parcourt, après avoir fait le classement, bien sûr, parce qu'il y a quand même le classement sur des choses significatives, c'est-à-dire le dossier, les notes pour l'école de design spécifiquement, un dossier créatif par exemple, mais une fois que le classement est fait et qu'on parcourt la liste et qu'on a des noms qu'on connaît bien, voilà, ça peut, disons que ça peut donner un petit coup de pouce. Donc voilà, c'est hyper important de pouvoir créer un échange avec l'école, de vous déplacer, d'aller aux portes ouvertes s'il y en a. Alors là, les portes ouvertes cette année, c'est peut-être un peu compliqué, mais en tout cas, pouvoir créer ne serait-ce qu'un échange par mail ou bien vous déplacer en virtuel sur un salon et créer un échange visio. Puis ensuite revenir avec des questions par mail, etc. Enfin voilà, essayer de vous faire repérer et connaître par l'école en question. Alors pour les facs, c'est peut-être plus compliqué parce que les listings sont tellement importants que je ne sais pas s'il y a la possibilité. Quoique, ils ont encore souvent quand même des portes ouvertes ou des réunions de renseignement. Donc ça peut être aussi intéressant. Et pour les écoles privées, comme les nôtres par exemple, voilà, nous c'est hyper important d'avoir eu déjà un échange avec le candidat avant. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de soigner la lettre de motivation. Ça, on retrouve trop de fois dans les dossiers des gens qui ont fait des copier-coller de lettres de motivation et on a parfois, même assez régulièrement, l'erreur de la personne qui oublie d'enlever le nom de l'autre école. Dans les premières lignes, c'est le bon nom et une fois qu'on lit, il y a un endroit où c'est pas le bon nom de l'école. Donc sincèrement, voilà, ça le fait pas, vous, comme vous pouvez l'imaginer. Ensuite, et aussi d'ailleurs dans cette lettre de motivation, vous pouvez également rappeler que vous vous êtes déplacé sur un événement. Inscrire que voilà, vous êtes venu récemment sur une journée porte ouverte où nous avons eu des échanges par mail, où j'ai pu découvrir vos écoles, etc. Donc c'est aussi hyper important de pouvoir rappeler les échanges que vous avez eus avec l'école dans cette lettre de motivation. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas, comme l'indiquait Morane, de pouvoir remplir toutes les cases. Donc, même si effectivement vous faites 10 vœux, j'entends bien que ça fait 10 dossiers, mais c'est hyper important. C'est pour ça que Parcoursup ouvre assez tôt et que vous avez quand même 3-4 mois pour pouvoir faire vos dossiers. L'idée étant de ne pas s'y prendre la veille pour le lendemain, bien entendu. Et du coup, voilà, de pouvoir remplir la case aussi qui est facultative, qui est intérêt, je ne sais plus exactement comment elle s'appelle sur Parcoursup, mais qui est intérêt, passion, voilà. Peut-être que toutes les écoles ne regardent pas, mais par exemple, nous, en école de design, on est très attentif à cette case-là, de voir voilà, ce que le lycéen fait, qui il est, et d'autant plus en période de Covid, là où on a du mal à avoir des échanges humains physiques, c'est d'autant plus important pour nous d'essayer de vous connaître aussi. C'est-à-dire que ça marche dans les deux sens. En fait, vous pouvez avoir un coup de cœur pour une école, mais il faut aussi que l'école ait un coup de cœur pour vous, au-delà des notes et du classement, etc. Donc c'est aussi important qu'on puisse apprendre à vous connaître et donc de remplir ce que vous aimez faire, dans quoi vous vous êtes engagé, si vous êtes engagé dans des assos, dans voilà, qu'est-ce que vous faites comme passion, etc. Enfin voilà, c'est assez important pour nous d'avoir ça. Et puis le dernier petit conseil que je peux vous donner, donc là c'est plus propre effectivement aux écoles d'art ou voilà, pour rentrer en DNMAD, école d'art, école de design, etc. C'est de vraiment soigner vos dossiers créatifs.
c'est hyper important. Vous postulez pour rentrer en tant que créatif et si vous envoyez des dossiers qui sont faits par Word avec des mauvais copier-coller et qui sont des dossiers finalement avec des photos hyper pixelisées, etc., vous comprenez bien qu'a priori, voilà, ça risque d'être compliqué. Même si votre dossier scolaire est très bon, il faut quand même qu'on puisse voir que voilà, vous avez un côté créatif et en tout cas que vous faites attention à l'esthétique de vos dossiers. Voilà les petits conseils que je peux donner. Merci Elise. J'espère que ça vous a éclairé. En tout cas, c'est très intéressant et de voir que ça se recoupe. Oui, effectivement, au niveau de la motivation, comme le dit Elise, ça peut être étudié de près par les établissements. Donc, autant y passer un petit peu de temps parce que c'est un aspect sur lequel vous pouvez faire la différence directement sur Parcoursup. Et justement, j'ai l'impression que c'est pas tombé dans l'oreille de sourd que ce que vous disiez qu'il faut travailler le mini-CV et le projet de formation motivé. Et on a plusieurs questions à cet égard. À quel moment ça se passe dans le calendrier qu'ils ont accès à ces documents et où exactement ils y ont accès sur Parcoursup? Alors, sur Parcoursup, vous allez voir, hein, le dossier se remplit étape par étape. Il y a une étape où ça va être écrit activités et centres d'intérêt juste après les résultats scolaires de mémoire. Donc, vous pouvez remplir. Et puis après, pour le projet de formation motivée, c'est un projet par établissement, par vœu. C'est logique, hein, si vous hésitez entre Sciences Po, par exemple, et une faculté de philosophie, vous n'allez quand même pas parler de la même chose, hein. Comme le disait Elise, il vaut mieux éviter d'envoyer la mauvaise lettre de motivation à l'établissement en citant un autre. C'est toujours un peu embêtant. Donc voilà, c'est en formulant chacun des vœux. Donc c'est vraiment, tout se situe dans la première étape, hein, l'étape entre janvier et début avril, quand vous formalisez le dossier. Et tous les dossiers sont réceptionnés par les formations dès le début avril pour être traités. Donc, dès le moment de la saisie des vœux, vous avez accès au dossier pour le Oui. compléter. Vous n'êtes pas obligé Oui. d'attendre la fin de la saisie des vœux pour faire le dossier complet. Non, de toute façon, pour confirmer un vœu, il faut que le dossier soit complet. On ne va pas vous laisser confirmer un vœu sans projet de formation motivée, par exemple. Donc, Et pour repréciser du coup le côté école, nous on n'a pas accès en fait aux dossiers finaux. Enfin tant que c'est pas complété en fait, tant que la deadline finale. Alors cette année je sais plus exactement ce qu'on c'est. Je crois que c'est le 8 avril. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est oui, ça. c'est le 8 avril. Voilà, le 8 avril. Donc nous les écoles, on ne regarde pas les dossiers avant le 8 avril. On ne fait pas nos classements avant le 8 avril. Donc vous avez vraiment tout le temps de peaufiner vos dossiers. Tout à fait. Alors ça, donc, c'était les critères des établissements pour classer les candidatures. Après, il y a d'autres critères qui sont imposés par le ministère et il faut quand même les avoir en tête. Donc, vous avez le taux de boursier. Alors, ce critère-là, il est maintenant quasiment imposé dans toutes les formations de Parcoursup, enfin, l'immense majorité, bien sûr, dans les établissements publics, mais de plus en plus dans les établissements privés, que ce soit des écoles privées ou des lycées privés, par exemple pour les BTS ou les prépas. Donc, il y a un taux de boursier minimum. Ensuite, vous avez le type de bac. Alors ça, c'est uniquement pour deux filières, les BTS qui au départ étaient créés pour les bacs pro et les DUT qui se transforment en BUT qui ont au départ été créés pour les bacs techno, parce que ce sont les filières les plus accessibles, hein. Ces types de bacs-là réussissent très peu, par exemple, en licence à l'université. Mais au fur et à mesure des années, ce sont les bacs généraux qui ont un peu trusté toutes les places. Donc, pour rééquilibrer les choses, le ministère fixe des quotas par type de bac. Bac pro, bac techno et bac général. Donc, c'est aussi à avoir en arrière-plan parce que pour les remontées de liste d'attente, vous allez vous dire, ah, mais moi, je ne remonte pas trop. Bah oui, mais je suis dans le type de bac où il y a le moins de place. Donc, ceci explique peut-être cela. Et enfin, vous avez le taux de non-résident. C'est uniquement pour les licences universitaires. Il y a une sorte de priorité qui est faite pour les gens qui habitent dans le coin. Donc, c'est surtout le cas pour les licences les plus demandées. Donc, je pense aux licences parisiennes, en fait, les universités parisiennes qui attirent des candidats de partout en France parce que Paris attire et aussi parce que les universités sont un peu plus cotées. Et donc, du coup, pour rééquilibrer les choses, je prends l'exemple de la licence de droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui est très demandée. Le taux de non-résident est fixé à 5%. Donc, si en ce moment vous passez le bac, enfin vous allez passer le bac à 3, vous allez être uniquement dans le quota des 5%. Donc, forcément, sur la liste d'attente, vous allez remonter beaucoup moins vite qu'un bachelier parisien. C'est à prendre en compte. Alors maintenant, on va passer à l'étape. Alors, attends,
Juste avant de changer d'étape, j'ai 2 questions sur l'aspect qui est abandonné à la fin de la première. À la fin de la première. Est-ce qu'elle apparaît dans le dossier pour Parcoursup? Est-ce que tu as la réponse? Disons qu'il y a vos résultats scolaires qui sont renseignés. Ouais, Donc de l'année forcément, première. si on met qu'il y a une spécialité et puis après on ne la retrouve plus en terminale, on suppose que vous l'avez abandonnée. Donc oui, c'est déduit par l'établissement qui étudie les dossiers. Et Chloé qui demande si on fait une lettre de motivation pour chaque école. Je crois que c'est bien ce qu'on est en train de dire. Oui, bah, oui, tout à fait, c'est bien ça. D'où l'intérêt de personnaliser, hein. Généralement, pour vous donner un conseil, pour les projets de formation motivée, il faut répondre à 2 questions. La première, c'est pourquoi j'ai choisi cette formation? Donc, c'est ce que disait tout à l'heure Élise, se faire connaître, dire que vous êtes allé à telle journée porte ouverte, que vous avez participé, par exemple, au test d'orientation Y School, si c'est pour postuler dans une des écoles du groupe. Ça, c'est intéressant, mais ça vaut pour toutes les formations. Si vous allez dans le lycée d'à côté pour votre BTS, bah, c'est mieux et vous le précisez dans votre projet de formation motivée. Ou pourquoi avoir choisi cet établissement et qu'est-ce qui vous apporte en plus. Et l'autre question, c'est pourquoi vous plutôt qu'un autre candidat? Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que c'est parce que vous êtes, je ne sais pas, par rapport à vos résultats scolaires, vous pouvez en parler, mais ça peut être aussi par rapport à vos passions à côté. Par exemple, si vous voulez faire STAPS, c'est parce que vous êtes champion départemental en handball, par exemple. Donc, n'hésitez pas à argumenter en vous posant les 2 questions. Pourquoi cet établissement plutôt qu'un autre et pourquoi vous plutôt qu'un autre candidat? C'est généralement ce que cherchent les formations. Et donc, que signifie le taux de boursier? Donc, c'est tout simplement le taux de place au sein de la formation qui est réservé pour les élèves boursiers. Exactement. Donc, c'est pour ça que je vous disais au tout début, vérifiez bien les infos. Souvent, les lycées oublient de préciser, font des oublis quand ils précisent les boursiers de leur établissement, c'est boursiers de l'enseignement secondaire. Donc, si vous voyez qu'il est écrit que vous êtes non boursier alors que vous l'êtes, précisez-le dès le début parce que vous voyez, sur les listes d'attente, ça va changer énormément de choses sur votre rang de classement et votre montée. Donc, allez voir votre lycée s'il y a la moindre erreur. Comme il est déjà 57, on va peut-être passer à la 3e étape. Ok. De toute façon, si vous avez d'autres questions, on vous dira comment nous contacter. On a un chat sur le site Génération Zébrée, donc vous pourrez poser toutes les questions demain à partir de 10h. J'y répondrai si c'est sur Parcoursup, il n'y a aucun souci, sur les formations. Donc la 3e étape, là qui vous semble un peu plus éloignée, parce que c'est en mai, mais qui sera très importante à ce moment-là, c'est la phase d'admission. Donc on a un dernier quiz à vous proposer par rapport à ça. Donc, quel est le pourcentage des bacheliers généraux qui ont reçu au moins une proposition l'an dernier? Je vous laisse y réfléchir et prendre quelques secondes pour en parler. Est-ce qu'on a des tendances qui se dégagent? Ouais, on est déjà à 50 participants. Je laisse 10 secondes et je mets fin au sondage. Donc, quel est le pourcentage de bacheliers généraux ayant reçu au moins une proposition l'an dernier? Je mets fin au sondage. On est 70 répondants. Donc, je vous partage les résultats en même temps. Alors là, bravo, parce que la majorité a choisi la bonne réponse. C'est bien 97%. Donc là, ce sont pour les bacheliers généraux, mais je vais vous donner pour info les stats pour les bacheliers techno et pro, si jamais vous préparez ce type de bac. Donc pour les technos, c'était 90% l'an dernier, et pour les bacheliers pro, 79,8%. Enfin, 80%, on pourra arrondir. Donc, comme vous le voyez, il y a quand même une très grande majorité de bacheliers qui ont au moins une proposition d'admission sur Parcoursup. Et pour les bacheliers généraux, c'est quand même 97%. Donc, vous imaginez, voilà, il faut se rassurer avec Parcoursup. On entend beaucoup de choses. Oh là là, on n'a jamais de proposition. Oui, on se focalise sur les 500 sur les 950 000 qui n'ont pas reçu de proposition. Et effectivement, c'est embêtant pour eux. Mais après, il y a tous les autres qui en ont reçu. Donc voilà, rassurez-vous. Pour la phase d'admission, je vais vous présenter donc comment ça se passe, à la fois côté établissement et puis côté candidat. Alors, tout d'abord, au niveau des établissements. Si vous avez suivi, en fait, il y a plusieurs types d'établissements. Il y a les établissements non sélectifs, qui sont en fait uniquement les licences universitaires, les licences classiques à l'université publique, qui sont non sélectives. Et puis tous les restes, c'est des établissements sélectifs. Donc les établissements non sélectifs, les licences.
ne peuvent pas refuser de candidat comme leur nom l'indique. Donc, elles ne peuvent pas dire non à un dossier et faire un refus ferme et catégorique. Elles ont deux options. C'est soit oui, parce que le candidat a un niveau suffisant et donc il va pouvoir suivre la formation, soit un oui si, quand le candidat a un niveau un peu plus faible et que l'université considère qu'il doit suivre en parallèle des modules complémentaires. Donc, ça peut être un semestre de cours supplémentaires durant la licence, ça peut être du tutorat, ça peut être des cours de soutien méthodologique, ça peut être plein d'autres choses. Ça ne veut pas dire que vous êtes refusé, hein, vous êtes admis, mais vous avez des modalités pour mieux réussir ensuite à l'université. C'est le cas, par exemple, si vous avez fait un bac techno et que vous souhaitez postuler à l'université. C'est vrai que comme c'est une filière très théorique, vous avez souvent un accompagnement méthodologique en plus, avec un WISTI. Mais pour les universités, on va avoir des cas différents, parce qu'on a des universités, des licences qui ont moins de candidats que de places, et d'autres qui en ont plus. Alors, quand il y a moins de candidats de places, bah, c'est simple, hein, c'est des propositions d'admission pour tout le monde, soit en oui, soit en oui-si. Il n'y a pas de tri, tout le monde a sa proposition dès le 27 mai. Par contre, pour les licences qui ont plus de candidats que de places, les licences en tension, en particulier les licences de santé, les PASS, ou bien les licences de psychologie, de STAPS en sport, et les licences de droit, en particulier dans les grandes villes comme à Paris, où il y a beaucoup plus de candidats que de places, eh bien, les premiers, ils vont avoir des propositions d'admission, et puis dès lors qu'on dépasse la capacité d'accueil, les autres seront en attente d'une place. Ils ne seront pas refusés catégoriquement, comme je l'ai dit, mais ils seront en attente. Donc, c'est sur liste d'attente. Et au fur et à mesure, elles vont remonter, mais ça peut être long. Et puis, parfois, les listes sont tellement longues que vous n'allez jamais avoir de proposition d'admission dans cette université. Ça, c'est le cas des universités. Après, toutes les autres formations, les formations sélectives, elles ont le droit de dire que non, ce candidat-là ne convient pas. C'est un refus. Dans ce cas-là, c'est ferme et définitif, il n'y a rien à faire, vous n'aurez pas une proposition par la suite. Donc, c'est soit un refus pour elle, soit un oui. Le candidat a la possibilité de suivre les cours. Et donc, c'est un peu comme pour les universités qui ont trop de candidats. Généralement, pour les établissements sélectifs, ils ont quand même plus de candidats que de places. Donc, les premiers reçoivent la proposition d'admission dès le 27 mai. Les autres sont sur liste d'attente. Et au fur et à mesure, ça remonte au niveau des listes d'attente. Et comme je l'ai dit, pour certains établissements, il faut compter le taux de boursier, le type de bac. Voilà, c'est là que ça rentre en compte. Hein. C'est au moment des remontées de liste d'attente. Et la procédure peut être plus ou moins longue, et c'est pour ça qu'elle s'étale en fait jusqu'en septembre pour les remontées de liste d'attente. Côté candidat, vous avez plusieurs possibilités. Soit malheureusement, vous avez demandé que des formations sélectives et vous êtes refusé partout. Ah, mais non, ne vous inquiétez pas, il y a quand même d'autres possibilités. Dans ce cas-là, vous pouvez reformuler des vœux en phase complémentaire. Alors, il y aura moins de choix qu'en phase principale, hein, c'est sûr, mais vous aurez quand même des établissements près de chez vous qui pourraient vous accepter, donc pourquoi pas refaire des vœux. Et vous avez aussi l'accès à la commission d'accès à l'enseignement supérieur, la CAES, qui est une commission au sein de votre rectorat d'académie, qui est là pour vous accompagner si vous êtes refusé partout et essayer de vous trouver une place quelque part. Donc dans l'académie, donc pas trop loin de chez vous, et plutôt dans une formation qui correspond à votre projet d'orientation. Donc, c'est tout à fait possible. Hein. Ils trouvent de nombreuses places pour les candidats qui sont en difficulté. Après, si vous avez la chance d'avoir des propositions d'admission, je vous le souhaite, hein, dès la phase principale, eh bien, dans ce cas-là, disons que vous avez plusieurs propositions d'admission. Eh bien, il va falloir en choisir une et forcément renoncer aux autres. Oui, vous n'allez pas faire à la fois Sciences Po, plus une école de tourisme, plus un BTS MUC. Vous n'allez pas vous dédoubler à la rentrée. Hein. Vous allez suivre une formation et donc vous allez renoncer aux autres. Et c'est comme ça que les autres candidats vont pouvoir profiter de la remontée en liste d'attente. Ils vont être très contents que vous ayez renoncé à d'autres vœux. Et puis, si vous avez une proposition d'admission, mais que vous êtes en attente sur votre formation favorite, celle qui vous tenait vraiment à cœur, eh bien là, pas d'inquiétude, vous pouvez toujours accepter la proposition d'admission qui vous a été faite, hein, c'est votre plan B, et puis vous maintenir sur la liste d'attente de la première, et puis comme ça, si jamais ça remonte et que vous l'avez, vous pourrez l'accepter et renoncer au plan B. Donc, c'est tout à fait possible. Il y a tous les cas de figures possibles, il faut juste bien lire sur l'écran pour ne pas se tromper. Alors, cela dit, ce qu'on vous conseille chez Génération Zébrée, c'est quand même d'identifier vos chances de réussite en regardant les statistiques de l'an dernier. Elles sont publiées sur Parcoursup. Bon, là, elles ne sont pas encore à jour, mais elles seront mises à jour d'ici le mois de mai. Et donc,
pour voir s'il est pertinent de rester sur liste d'attente. Effectivement, si vous passez votre bac à 3 et que vous postulez justement dans la licence de droit à Paris 1, comme je vous ai dit, le taux de non-résident est extrêmement faible, hein, c'est 5%. Eh bien, et que vous êtes 2 millièmes, alors que l'an dernier, ils ont accepté jusqu'au candidat numéro 1500, bon, là, ce ne sera pas forcément pertinent, sachant que tous les candidats parisiens vont passer devant, de se maintenir. Vous avez la possibilité de le faire, je ne dis pas le contraire, et peut-être se dire pourquoi pas, et si j'ai la proposition, bah, tant mieux. Mais vous pouvez aussi vous dire, ça ne vaut pas le coup de me stresser, d'aller tous les jours sur Parcoursup pour surveiller, de pourrir un peu mes vacances, d'éviter, si peut-être à ce moment-là vous étiez pris à Strasbourg, justement en droit, eh bien sur la recherche de logement, ça va être compliqué si vous vous dites, bah non, je cherche toujours pas mon logement parce qu'on ne sait jamais si je vais à Paris. Bon, là, dans ce cas-là, vous pouvez aussi renoncer aux vœux qui en attente en vous disant, c'est pas grave, je me dégage l'esprit et je reste sur sur mon plan B, qui est tout de même assez bien. Je vous dis ça parce que le stress de Parcoursup, il est surtout lié à justement cette attente qui peut être très longue pendant l'été. Mais c'est à vous de voir, soit vous attendez puis sans vous faire du mouron là-dessus, soit vous vous dites, j'abandonne dès le départ et puis je garde mon plan B qui me convient bien. C'est votre choix, hein, bien sûr, mais je vous dis ça, si vous voulez vous épargner ce stress d'attente, vous avez aussi la possibilité de renoncer à des vœux en attente. Ok. Je reprends la main pour faire un résumé de ce qu'on s'est dit juste là, avant de finir avec la dernière info qui nous semble hyper importante. Donc avant de passer là, pour rappel, nous ce qu'on vous conseille ce soir, c'est qu'on sait que là ça fait beaucoup d'informations, on est en train de vous donner beaucoup d'infos, donc vous pourrez, pas d'inquiétude, vous pourrez retrouver de toute façon l'enregistrement après, et comme vous disait Morane, on sera aussi disponible pour répondre sur le site internet de Génération Zébré si vous avez des questions, dès demain à partir de 10h sur le chat. Mais en tout cas, voilà, pour repartir avec les infos clés, nous, ce qu'on vous conseille pour définir un projet d'orientation qui vous correspond, c'est de ne pas oublier d'intégrer une réflexion sur les métiers et sur les filières professionnelles dans votre projet. C'est, comme le disait Élise, et on conseille également, c'est de participer un maximum aux événements proposés par les écoles qui vous intéressent. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire ce soir. C'est très bien. En effet, cette année, c'est un peu particulier, mais toutes les écoles proposent des alternatives en virtuel pour que vous puissiez parler avec des étudiants, des enseignants. Donc, on vous invite un maximum à y participer. D'élaborer un planning sur Parcoursup, parce qu'on l'a vu, il y a un planning très précis avec des dates à ne pas manquer. Donc, le mieux, c'est quand même que vous les notiez quelque part sur votre agenda. De compléter votre dossier à 100%. Ça, j'ai l'impression que le message est bien passé. Donc, ça prend du temps, mais ça vaut le coup vraiment pour chaque formation de faire votre CV et votre projet de formation motivé. Et le dernier point sur lequel on arrive, là, ça va être vraiment d'établir une stratégie Parcoursup en accord avec votre projet. Donc là, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie Parcoursup? Morane, je te laisse expliquer. Ah, tout à fait. En fait, il y a plusieurs stratégies possibles sur Parcoursup. Alors, je vous ai mis 2 images pour que ce soit plus parlant. Alors, si vous regardez le petit jeu de construction qui est de couleur verte, vous voyez, il y a plein de petits flèches. On va dire que ce sont des vœux que vous avez formulés. Donc là, vous vous dites, je fais plein de vœux très différents dans différents types d'établissements, différents cursus. Et à la fin, bah, il y en aura bien un qui m'acceptera lors des résultats. Hein, comme je vous ai dit, 97% des lycéens généraux qui ont eu au moins une proposition d'admission. Donc, vous avez cette option-là, qui est l'option, on va dire, la plus sécurisante. Notamment, vous vous dites, bon, moi, ce que je préférerais faire, imaginons, hein, vous êtes en bac pro, et donc, logiquement, la poursuite d'études, c'est des BTS. Mais votre lycée vous conseille d'être dans la posture la plus sécurisante. Souvent, c'est un conseil qu'on vous donne en terminale. Donc, on vous dit, ah bah, il faudrait mieux quand même demander le plus de BTS possible, ça c'est sûr, mais aussi peut-être des vœux non sélectifs, donc des licences à l'université. Bon, vous allez être au moins accepté dans cette formation-là. Après, est-ce que cela correspond vraiment à votre profil et à votre projet professionnel? Pas forcément. Si dans ce cas très concret, moi je vous conseille l'autre option, qui on va dire est l'option du kit ou double, c'est-à-dire vous avez un bac pro. Logiquement, c'est vraiment le BTS qui vous conviendra le mieux, éventuellement des écoles aussi
peut-être spécialisées en rapport avec votre bac, enfin, certaines écoles, mais certainement pas la licence à l'université qui est extrêmement théorique et qui est liée à des études longues. Donc, dans ce cas-là, le taux d'échec après un bac pro est très très important à l'université, hein, presque 100%. Donc, il vaut mieux, enfin, entre 95 et 100% selon les disciplines. Dans ce cas-là, la logique voudrait mieux de demander uniquement des BTS hein, qui correspondent à votre bac. Dans ce cas-là, vous demandez uniquement ces BTS-là. Avec un peu de chance, vous êtes quand même admis dans au moins un des lycées que vous aviez demandé. Avec tous les sous-vœux, vous pouvez en demander quand même un certain nombre. Et puis, si vous êtes refusé partout parce que votre dossier scolaire est un peu faible, eh bien, sachez que, donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, il est possible d'avoir recours à d'autres procédures, notamment la phase complémentaire pour reformuler des vœux, mais aussi la CAES, la Commission d'accès à l'enseignement supérieur. Et ce dispositif n'existe que pour les candidats qui ont été refusés partout. Dès lors que vous avez un vœu qui est accepté, vous ne pouvez plus les contacter. Je le sais parce que souvent on nous demandait ah mais j'aimerais bien avoir de l'aide parce qu'en fait ce vœu-là je l'ai mis par défaut parce que des profs m'ont imposé de le mettre dans mon dossier et en fait c'est pas du tout ce que je veux faire et je sais que je vais abandonner au bout de 3 jours. Eh bien malheureusement pour vous, là c'est fini parce que le ministère considère que vous avez fait vous-même votre vœu en pleine conscience et que ça vous correspond forcément un minimum. Donc dans ce cas-là, je vous conseille de faire la stratégie du kit ou double, quitte à être aidé par la CAES. Mais après, c'est vraiment à vous de voir. Peut-être que vous voulez élargir les champs et la stratégie Sécure va correspondre quand même à un maximum de candidats. Hein. Vraiment, pour l'essentiel, vous allez pouvoir y prétendre. Mais après, la stratégie du kit ou double, notamment si vous préparez un bac pro ou un bac techno, peut-être qu'elle sera plus intéressante ou si vous êtes focus et vous savez pertinemment que vous voulez aller dans un type de filière. Il s'agit des filières sélectives. Par exemple, je sais pas, des candidats qui veulent aller uniquement en école d'architecture. C'est une filière extrêmement sélective. Hein. Il n'y a que 10 écoles en France, très peu de places et beaucoup, beaucoup de candidats. Donc, c'est 10 vœux, hein, 10 écoles d'architecture, ça compte comme 10 vœux. Donc, vous les remplissez vite, mais à vrai dire, si c'est uniquement ça que vous souhaitez faire, peut-être qu'il vaut mieux faire ça et puis voir ensuite en phase complémentaire ou avec la CAES. Pareil, si vous avez, comme je vous disais, un bac pro et que vous souhaitez aller à tout prix en BTS et rien faire d'autre, autant ne pas demander l'université dans ce cas-là. C'est vraiment à vous de voir. Hein. Il n'y a pas une stratégie meilleure que l'autre. Ça dépend de votre cas de figure et ça dépend de ce que vous avez comme projet de formation et projet professionnel derrière. Ok, ça me semblait très clair. Donc, Mickaël parle de la phase complémentaire. Donc, tu en as parlé en effet. Un petit peu, effectivement, la phase complémentaire, elle commence en mi-juin. Je regarde, oui, 16 juin, et elle dure jusqu'au 20 septembre. Donc, elle est plus étalée dans le temps, puisque la phase principale, elle, s'arrête le 16 juillet. Donc, cette phase complémentaire, c'est pouvoir postuler dans des formations qui ont des places vacantes. Et il y en a, hein, chaque année, il y en a même plusieurs milliers. Enfin, c'est pas rarissime non plus. L'an dernier, je crois que c'était 2000 ou 3000 formations qui avaient des places vacantes quand même. Donc, peut-être que vous allez trouver quelque chose, une formation que vous n'aviez pas identifiée en phase principale, parce qu'en fait, il y en avait tellement que vous ne l'aviez pas vue, celle-là. Et puis, en phase complémentaire, elle vous saute aux yeux et vous vous dites, c'est la bonne formation. C'est tout à fait possible. Ok. Alors, est-ce qu'il reste des questions? On a essayé de les prendre au maximum au fur et à mesure. En tout cas, là, on espère que c'est plus clair pour vous comment fonctionne Parcoursup. Donc, ce qui est important de retenir, c'est comment fonctionnent les vœux, le calendrier et donc cette histoire de stratégie. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure stratégie de demander automatiquement des formations non sélectives si ce n'est pas ce que vous voulez faire. Et je regarde les questions. N'hésitez pas si vous en avez encore. Donc, on me repose la question de est-ce qu'on doit mettre obligatoirement une formation non sélective? Donc là, Morane vient d'y répondre. C'est pas une obligation. C'est une obligation, c'est vraiment à vous de voir. Et alors, une autre question de Loïc. Je vous conseille de le faire, mais c'est vraiment c'est un choix personnel. Et donc, il y a Loïc qui redemande la question sur la deuxième stratégie. Donc, il y a deux stratégies en fait, qu'on propose. Il y a la stratégie sécuritaire qui est en effet de faire vos choix, quelque part vos premiers choix, et d'inclure dedans des choix de formation non sélective pour être sûr d'avoir au moins une place dans ces formations.
Donc, vous pouvez faire des choix en BTS dans des écoles spécialisées et aussi intégrer un choix à l'université pour être sûr d'avoir au moins une place à l'université. Ça, c'est la première stratégie. Mais si finalement vous ne voulez pas aller à l'université, vous savez que ça ne vous correspond pas, vous pouvez faire la deuxième stratégie que nous on a appelée la stratégie quitte ou double, qui consiste à mettre uniquement des choix dans des formations sélectives qui sont celles dans lesquelles vous avez vraiment envie d'aller, quitte à ne pas avoir de place à la fin de la première phase. Et ensuite, là, vous pouvez déjà compter sur la phase complémentaire pour éventuellement récupérer une place, et sinon sur la commission qui, là, peut voir si, après avoir fait toutes les admissions, elle peut éventuellement vous proposer quelque chose qui vous correspond. Mais faire le choix de cette stratégie, c'est aussi prendre le risque de ne pas avoir de place à la rentrée prochaine. Donc, les deux sont possibles. Donc, on ne vous conseille pas obligatoirement de mettre une formation non sélective, parce que si vous faites ça, ensuite, vous vous retirez le droit après de faire appel à la fameuse commission. Je vois qu'il y a une question par rapport à STAPS ou santé de la part de Manon qui hésite entre les deux. Eh bien, ça tombe bien hein, parce que maintenant, il est possible d'aller vers les filières santé, donc c'est-à-dire médecine, pharmacie, odontologie, etc., kiné, par différents moyens. Vous avez, enfin, on n'est pas rentré dans le détail hein, parce que c'est un peu plus complexe, mais il y a eu une réforme récemment. Donc maintenant, soit vous passez par la licence qui était l'ancienne PACES, donc maintenant qu'on appelle PASS, qui est une licence spécialisée accès santé. Vous allez faire ça en priorité et après uniquement choisir quelques options à côté pour passer le concours. Après, vous pourrez toujours, si vous échouez au concours, notamment de médecine, vous pourrez rebasculer et poursuivre en STAPS éventuellement. Mais sinon, une autre possibilité, c'est de suivre une licence avec accès santé. Et il en existe beaucoup plus, d'ailleurs, que des passes, dans beaucoup plus d'endroits en France. Et dans ce cas-là, il existe notamment des licences de STAPS avec accès santé, c'est-à-dire que vous faites en priorité STAPS, on va dire à 80% du temps, et pendant 20% du temps restant, vous allez étudier pour préparer le concours et vous préparer à l'ensemble des filières santé. Donc à la limite, si vous hésitez entre les deux, c'est peut-être la meilleure solution, parce que moi, vous êtes sûr d'être en STAPS et d'avoir d'ailleurs une licence de STAPS à la fin, notamment si vous échouez au concours, parce qu'il reste un numerus, non plus vraiment numerus clausus, numerus apertus, mais c'est à peu près la même chose. Donc il y a cette possibilité-là. Sinon, comme je disais, une passe en se disant, bon, de toute façon, je pourrais toujours aller en STAPS après. Est-ce que les Parcoursup intègrent les écoles à l'étranger? Donc non, sur Parcoursup, c'est uniquement des formations françaises. Oui, oui, Parcoursup, c'est français. Uniquement. Bon, de toute façon, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le site. Sur la dernière slide, vous allez voir le lien vers le site de Génération Zébrée. C'est générationzébrée.fr. On a un chat qui est actif tous les jours de la semaine de 10h à 17h. Donc, vous pouvez poser toutes vos questions. Et en ce qui concerne la journée de demain, c'est moi qui répondrai. Donc, aucun souci. Voilà, donc merci Mourane. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair. On va mettre fin parce qu'on a déjà dépassé l'heure. Donc merci à toutes les personnes qui l'ont suivi. J'ai vu qu'on avait été jusqu'à 90. Merci à Y-Schools pour l'invitation. Et voilà, et on n'a plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'année et préparer tranquillement vos vœux pour être prêts dès l'ouverture de Parcoursup. Merci à tous et à bientôt. Merci. Bonne soirée. Merci.